Ça tourne. 5, 4, 3, 2, 1. À toi. Le truc qu'il y a aussi, c'est que la plupart, enfin pas la plupart, mais une certaine partie des Français, j'ai l'impression qu'ils disent souvent « Il est où notre travail ? Il est où ?» Ils se demandent où est passé leur putain de travail. Alors, ça, ce sera la séquence 4, la séquence d'après. D'accord. Parce que là, il faut faire référence à l'histoire. Mais avant de se demander il est où le travail, Mhm. il faudrait d'abord se demander c'est quoi le travail. C'est couillon, c'est quoi le travail? C'est évident. C'est pas si évident que ça. Et là, il suffit de tirer du sac à pensée de l'Institut Montaigne pour aller voir un peu plus loin ce que ça pourrait être. Puisque, voilà, au sein de l'Institut Montaigne, ça, ils l'ont analysé, bien compris, et tout. Il y a une révolution du travail. Mhm. Le travail, aujourd'hui, Oui. n'est plus ce qu'il était avant. Alors, par exemple, on prend un exemple couillon. L'ouvrier, jadis, début du XXe siècle, fin du XIXe, il buvait volontiers 3, 4, 5 litres de vin par jour, et par personne. Mais il était alcoolo au dernier degré. Non, parce que le mec, il faisait un travail de force. Donc, il faisait un travail physique. Donc, le mec, c'est 4 ou 5 litres de pinard, mais qui était du 6 ou 7 degrés, c'était plutôt du vinaigre que du vin. Quoi. Bon. Mais bon, ça lui donnait La force. enfin, ça y contribuait. Alors que maintenant, l'essentiel du boulot, c'est derrière un bureau. Alors c'est sûr, si tu bois 5 litres de pinard qui fait plus 6 degrés, mais 13 degrés, ben là, t'es Tu complètement peux pas blindé. assumer ton travail intellectuel. Bon, il y a une révolution dans le travail n'est plus la même chose qu'il était avant. Mais surtout, le travail, depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le milieu du 19e siècle en France, un siècle avant en Angleterre, mais grosso modo, c'est à peu près la même chose, ce travail était un travail salarié. Alors, c'est-à-dire que l'ouvrier vendait sa force de travail au patron, et puis en contrepartie, il était rémunéré. D'accord. En général, très mal rémunéré au début, il bossait 16 heures par jour, 365 jours par an, de l'âge de 6 ans jusqu'à sa mort, etc. Puis il y a eu les luttes, enfin tout le bazar, pour améliorer un petit peu la chose. Mais, quoi qu'il en soit, le travail salarié, c'était un travail, évidemment, aliénant. Et puis surtout, c'était un travail vénal. Tu bossais pas gratos. Marx l'avait bien démontré, les civilisations ont commencé par l'esclavage, puis ça a donné le féodalisme, puis le capitalisme, et Marx disait, après ça donnera le socialisme, et puis le communisme, les fameuses 5 phases telles qu'il le prédisait. Toujours est-il que c'est clair. Mais du coup, c'est quoi la différence entre l'activité humaine et le travail en Ah, lui-même? justement, l'activité humaine, c'est exercer une activité, faire quelque chose pour le plaisir, pour le fun. Il n'y a pas d'argent là-dedans. Tu te fais plaisir. Un artiste qui peint un tableau, ou qui crée un morceau de musique, ou un menuisier qui se construit son petit meuble ou n'importe quoi, pour lui, il se le fait par plaisir, ça lui fait plaisir. Ou le mec qui est un peu doué de ses mains, puis qui repeint sa maison. Comme tout ce qu'on est en train de faire là, en fait. Ou ce qu'on fait, nous, tout de suite, on se fait plaisir. Donc ça, c'est une activité. Ce n'est pas du tout un travail. Ça n'est pas aliénant. Parce que d'abord, si ça l'était, on ne le ferait pas. Mais au-delà de la connotation aliénante, il y a une petite connotation esclavagiste dans le travail, en fait. Ah ben, du coup, dans... Et non, comment et vous non, l'expliquez. et non, et non, parce que le travail, dans la mesure où il est salarié, Il est rémunéré, donc il est ce n'est pas rémunéré, donc il n'est l'esclavage. plus esclavagiste. D'accord. Ça, les capitalistes l'ont très bien compris dès le milieu du 19e siècle, puisque l'exploitation se fait par le travail via le salaire. Si tu supprimes le salaire, il n'y a plus d'exploitation. C'est pour ça que Lincoln, aux États-Unis, il a voulu supprimer l'esclavage. Parce que l'esclave noir américain dans les plantations de coton du sud des États-Unis et tout, il ne pouvait pas y avoir d'exploitation capitaliste dessus. En leur donnant la liberté, tous ces noirs ont déménagé vers la manufacturing belt, c'est-à-dire New York, etc. Enfin bref, l'endroit où il y avait les industries à l'époque aux États-Unis. Et de là, d'esclaves qu'ils étaient, ils sont devenus salariés, c'est-à-dire exploités. Et d'ailleurs, un certain nombre, c'est assez bizarre, un certain nombre de Noirs américains
au moment de la guerre de sécession, était du côté des Blancs, contre l'abolition de l'esclavage. Les négriers. Non, les négriers, c'est ceux qui réduisaient en esclavage les Noirs. Mais il y avait des Noirs qui trouvaient que c'était tout à fait pas si mal, parce que le Noir, au moins, il était nourri, logé. Alors que quand il était surexploité à Harlem, à New York, où il avait même plus à bouffer, il crevait de faim. Mais il se disait, tout compte fait, sa condition, elle était presque meilleure en tant qu'esclave. Et par contre, pour le patron, c'était pas du tout pareil. C'était franchement plus bénéfique quand le mec, il était devenu salarié. Bon, bref. Ça fait deux choses complètement différentes. Le travail salarié, il est vénal et aliénant. L'activité humaine, elle est humainement et socialement utile. Utile à soi, utile aux gens qui l'entourent, utile au monde. Voilà. Elle est plus constructive que lucrative. Ah oui, elle n'est pas lucrative du tout. Je pense que le constructif est plus important que le lucratif. Oui, mais là, en même temps, aussi, il faut quand même bien pouvoir vivre. Donc, c'est ça, donc il faut bien trouver une solution. Voilà. Alors, le travail salarié, c'est clair, il tend à disparaître, ou à diminuer. Depuis 73, ça fait quand même 46 ans maintenant, donc c'est pas rien. Depuis 73, il y a du chômage. Ouais. De moins en moins de gens ont du boulot. Alors qu'on est de plus en plus de gens en France. Si c'était vrai qu'en France, mais c'est vrai dans plein d'autres pays. Quand on nous dit qu'en Allemagne, par exemple, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, il n'y a pas ou presque pas de chômage. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un type qui a bossé 1 heure dans l'année, on dit que c'est plus un chômeur. Ils n'ont pas de SMIC. Un mec qui gagne 2 € de l'heure, ça peut être le cas par exemple en Allemagne, et ben c'est plus un chômeur. Bref. Mais non, nous en France, c'est complètement différent. J'allais dire que c'est beaucoup mieux à ce niveau-là. Toujours est-il que ce travail salarié qui diminue, puisque la population active qui travaille est de moins en moins nombreuse, alors que les jeunes commencent à travailler de plus en plus tard, parce qu'ils font des études, ou parce que tout simplement ils ne trouvent pas de boulot. Et que les vieux, mais quand je dis les vieux, dès l'âge de 50 ans à peine, ils ne trouvent plus de boulot. Ils ne sont même pas encore en pré-retraite, etc. Puis plus tous les retraités, et c'est un bonheur, l'espérance de vie augmente. Quand les retraites ont été faites en 1945, l'espérance de vie était inférieure à 60 ans. Et la retraite était à 65 ans. Donc tu n'avais pratiquement aucune chance d'arriver à la retraite. C'était cool. Aujourd'hui, la retraite était tombée à 60 ans, et l'espérance de vie était montée à 80 ans. C'est du délire. Je ne crois pas. Alors, au bout du compte, c'est pas jouable. Tous les jeunes, ils bossent pas. Tous les vieux, ils bossent plus. Il reste plus que ceux du milieu qui voudraient bien bosser, mais qui ne trouvent même pas de boulot, du moins pour une partie d'entre eux. Or, c'est le travail salarié qui, depuis 1945, finance la Sécu, le chômage et les retraites. S'il n'y a plus de travail salarié, ou s'il diminue, la caisse de la Sécu, elle a un trou qui peut être abyssal. Pareil pour le chômage, pareil pour les retraites. C'est pas viable, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer à marcher. Bon, alors soit on supprime la Sécu, on supprime les allocations chômage, on supprime les retraites, et puis à ce moment-là, tout va bien, tout va bien. On tourne dans un système américain, ou japonais, ou australien. En Australie, tu gagnes 3 fois à peu près plus que ce qu'on gagne chez nous. Sauf qu'il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de chômage. Donc après, si t'arrives une galère, là, t'es dans la merde complète. Nous, évidemment, on a cet état-providence. Alors, comment faire avec un travail salarié qui diminue? Là, c'est le problème. Or, il y a 2 pays qui ont eu une idée et puis une solution, qui nous vient, entre autres, des États-Unis. À l'origine, puisque c'est une idée libertarienne, c'est-à-dire donc des libéraux, donc a priori une idée qui serait de droite, c'est-à-dire donc, allez, je le fais court et facile, des capitalistes, donc des enfoirés de bourgeois, etc. Et ce que je vais vous dire, s'ils l'ont proposé, c'est pas par humanisme, c'est pas par sympathie, etc., c'est parce qu'ils allaient y trouver quelque part leur intérêt. C'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'ils ont appelé le revenu universel.
c'est pas Benoît Hamon qui a inventé ça. D'abord, Grain, c'est lui qui en a parlé en France, peut-être un des premiers, sauf que le pauvre garçon, je crois qu'il n'a pas tout compris. Mais il voulait le faire à combien déjà? Ouais, il voulait le faire à 500, non, 500 et quelques euros. Voilà, Bon, revenu universel inutile. voilà. Bon, voilà. Toujours est-il que les Finlandais, eux, l'ont expérimenté. Depuis 2016, en 2016, 17, 18, ils l'ont expérimenté, pas auprès de tous les Finlandais, auprès de 2000 personnes, enfin, un endroit ciblé pour voir comment ça faisait, et surtout pour voir comment réagiraient les gens qui toucheraient le revenu universel. Puisque une des critiques numéro 1, c'est ouais, les gens, si on leur donne du pognon à rien foutre, ils vont devenir feignants comme des poux, et puis ils vont plus rien manger. Devenir fou. Et là, les Finlandais ont fait la démonstration. Les premiers résultats ont été publiés au mois de janvier, donc il y a un peu plus d'un mois, pour dire que maintenant, non seulement les gens, ils n'avaient pas arrêté de travailler, mais même qu'ils se portaient mieux, donc ils étaient moins malades, donc ils coûtaient moins de sous. Évidemment qu'ils étaient plus chômeurs. Enfin bref, Que ça allait beaucoup mieux. Faudrait-il migrer vers l'Est? Alors, sauf que, ah bah là oui, c'est plus que l'Est, là c'est carrément le Nord, c'est le pôle Nord, là pratiquement. Pardonnez Mais, alors, ma géographie. Là, c'était aux alentours de 600 euros. Très bien. Les Suisses, ils ont voulu le mettre à 2200 euros. Ah, ça, c'était peut-être trop, et les Suisses eux-mêmes ont dit non, ça va pas. Bref, toujours est-il que le revenu universel, ça pourrait très bien se combiner avec l'État-providence. Un transfert de valeur égale. Il suffirait de voir combien ça coûte ceci, combien ça coûte cela, mixer le tout et de voir à faire tout simplement un jeu d'écriture, un transfert de valeur. Ou alors, c'est mettre du sparadrap sur une jambe de bois. C'est-à-dire proposer des petites réformettes du style « on va faire payer l'impôt sur le revenu à tout le monde ». Bon, pourquoi pas même si c'est de se faire payer 10 euros, par exemple, aux plus modestes des Français. C'est vrai que ça ne les ruinerait pas de payer 10 euros par an d'impôt sur le revenu. Bon, mais est-ce que ça solutionnerait le problème? Ah non. Toujours pas. Du coup, plutôt qu'un sparadrap sur une jambe de bois, est-ce qu'il serait pas l'heure? De toute façon, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement renverser la table? Ou, comme le disait Marx à l'époque, du passé faire table rase, enfin, bref, tout changer. Toujours est-il que avant d'imaginer tout changer, une chose est essentielle, c'est comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et là, il y a une science, non, un art, qui permet de comprendre les choses, qui s'appelle l'histoire. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avant, où on en est aujourd'hui, et à partir de là, de faire ce qu'à Provost Ferron aime bien faire, de dire, puisque, donc...